merci à vous. J'ai trouvé le débat passionnant. J'ai retenu 2-3 choses avant de te donner la parole, Pierre. L'usine, un concentré d'intelligence. L'usine et l'industrie, il ne faut pas opposer industrie et service, ça vous avez tout à fait raison. Et depuis quelques années, FIV essaie d'apporter du service. Et au fond, c'est là qu'on se développe le mieux. Et puis j'ai trouvé aussi votre remarque sur une performance dans une usine donnée n'est pas la même dans une autre. Vous avez tout à fait raison. Et un de nos projets est de développer des usines connectées qui permettent d'exploiter les données de fonctionnement de l'usine, de façon systématique et de manière à pouvoir identifier les différences de fonctionnement dans les processus de fabrication pour aider les opérateurs à optimiser leur fonctionnement en les benchmarkant sur la meilleure référence. Voilà. Bon, alors, 2 mots sur toi, Pierre. Je suis vraiment très ravi que tu sois là. Je te remercie. Et en fait, si tu es là, on t'a invité en tant que chef d'entreprise. Alors, je sais que tu es le patron des patrons, et toutes mes félicitations, mais c'est surtout le chef d'entreprise que je veux féliciter ici. On s'est connus il y a 20 ans. On était en culotte courte, toi et moi, côte à côte, je me souviens, dans un conseil. Et au fond, on a fait plus ou moins la même chose dans nos 2 entreprises respectives, 2 ETI, toi familial, moi hérité avec un actionnariat privé. Mais dans les 2 cas, on a décidé de relever le défi. Il fallait transformer nos entreprises qui étaient sur la pente descendante. Et comment l'a-t-on fait? En mettant l'accent sur l'innovation, l'internationalisation et les hommes. Et en fait, tu as fait de ta petite boîte une magnifique ETI conquérante. Et j'espère que FIV est aussi à la hauteur de ce que tu as fait chez Radial. Voilà. Merci à toi encore une fois. Je sais que tu es débordé. Allez, à toi. Mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le ministre, je vois des têtes connues et amies dans cette salle. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est enfin une grande bouffée d'oxygène pour moi de parler d'usines du futur, d'entreprise, de business, d'innovation. Quel bonheur, et vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que j'ai d'être là avec vous. Alors, 10 minutes ou 5 minutes, parce que je crois qu'on a une petite discussion sur Radial et sur les usines du futur juste après. Donc je vais être assez court à ce pupitre pour vous parler du projet MEDEF que je vois comme un projet d'entreprise. C'est-à-dire que, comme tu le disais, moi ma passion c'est l'entreprise, c'est l'économie. Et ma grande souffrance, c'est de voir mon pays qui tombe. C'est mon pays qui décroche, c'est mon pays qui va pas bien. Et ça fait des années, mais ça se durcit de plus en plus. On est tous complètement nerveux, extrêmement nerveux. On voit on voit des tas de choses qui se passent dans le monde et on voit notre pays en calminer. Et je crois que c'est ça que, je pense, le MEDEF doit incarner à travers 3 mots, le combat, l'accompagnement et la pédagogie. Voilà les 3 axes, si vous voulez. Ça fait d'ailleurs CAP, C-A-P, c'est pas mal. C'est du hasard pur et dur. Donc le combat, c'est quoi? Il y a deux volets. Il y a le combat de conquête. Et moi, j'adore ce mot conquête. C'est un mot d'entrepreneur, c'est un mot d'entreprise. Nous sommes là, nous sommes les Christophe Colomb, je dirais, des temps modernes. Un entrepreneur, il ne vit que parce qu'il va aller à Palo Alto, il va aller en Chine, il va développer des nouveaux marchés, il prend des risques. Je considère toujours que nous sommes des explorateurs des temps modernes avec la prise de risque et parfois des échecs. Bon, eh bien, premier combat du MEDEF, combat de conquête, c'est comme ça que nous avons lancé ce grand projet France 2020, une France qui gagne. Alors c'est important, dans vos entreprises, dans nos entreprises, nous avons tous un cap. Nous définissons tous un objectif à 5 ans, à 10 ans, ambitieux, qui permet à nos salariés, à nos équipes de se retrouver dans un cap. Et de se dire on va construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et donc c'est très motivant, c'est mobilisateur. Et les gens savent pourquoi ils travaillent surtout. On donne un sens à l'action, aux efforts. Et je crois que ce cap manque cruellement depuis 30 ou 40 ans en France. Donc nous avons décidé au niveau de MEDEF, en pleine humilité, aucune arrogance, de lancer ce projet qui sera le plus collaboratif possible, le plus viral, avec les jeunes, avec toutes les catégories, avec les partenaires sociaux si on peut. Mais ce projet, on l'a lancé il y a 6 mois avec Jean-Pierre Le Tartre d'Ernst & Young, Yves de Talouette, ancien patron d'HP, Grégoire Santi, quelques sommités, beaucoup de gens très intéressés. Et n'hésitez pas à collaborer à ce vaste projet. L'idée autour de France 2020, c'est de dire la France est un grand pays, nous avons tout pour réussir et nous avons 5 défis majeurs à remonter, à relever dans le futur, en 2020, pour baisser notre chômage à moins de 7%. Nous avons le défi de la mondialisation, je reviendrai là-dessus, mais tout est à faire. Il y a 7 milliards d'individus à équiper. Bon, nous sommes très mauvais depuis 30 ans.
On s'est recroquevillé sur nous-mêmes depuis 10 ans encore plus. Pendant ce temps-là, les Allemands exportent d'Allemagne 12 milliards d'euros de voitures en Chine. Les Anglais, c'est 4 milliards d'exportation de voitures anglaises en Chine. Devinez à combien on est en exportation de voitures françaises. 200 millions d'euros. Scandaleux, excusez-moi. Quand je vois ça, si vous voulez, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant 20 ans? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut qu'on se ressaisisse, il faut repartir au combat. Mondialisation, le moins difficile de nos challenges pour retrouver de la croissance. Deuxième grand défi, le futur à inventer. Nous avons tout à inventer. Tous les besoins sociétaux. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. La santé, la dépendance, la vieillesse, la sécurité des données, des personnes, du territoire, des mobiles, tout ce qui est transition énergétique. Alors, vous voyez, quand vous êtes un politique, excusez-moi, vous êtes un politique, vous polluez, on va vous mettre une taxe de 2,5 milliards. Et puis, en plus, on va fermer le nucléaire. Bon, moralité, vous gagnez peut-être les élections locales, mais vous faites 1 million de destruction d'emplois à 10 ans, voire plus dans le temps. Lorsque vous êtes des entrepreneurs, transition énergétique, merveilleux sujet, de l'innovation, du logiciel, des services, des usines, des emplois à créer à tous les coins de rue. Regardons les gaz de schiste, ne nous interdisons pas. Si on avait fait avec les gaz de lac, ce qu'on a fait avec le gaz de schiste, ben vous n'auriez pas créé Alpha Aquitaine, ni Vallourec, ni créé des dizaines de milliers d'emplois en Aquitaine. Donc arrêtons le dogme politique, faisons du pragmatisme économique de conquête. Ça, c'est les filières du futur. J'en ai oublié, le tourisme, on a une excellente, magnifique en France. La biotech, bon, je m'arrêterai là. Troisième grand défi, le numérique. Le numérique est partout. Il est partout dans nos usines du futur, il est partout dans nos relations, il est partout dans les réseaux sociaux, il est partout dans nos organisations internes et de compétitivité, il devrait être partout dans l'administration et dans la sphère publique, et il est partout dans les relations clients, techno, etc. Donc, défi extraordinaire que nous devons aussi prendre à bras-le-corps. Quatrième défi, l'Europe à finir de construire. L'Europe est notre cour de récréation. 28 pays, tout est à faire sur le plan social, harmonisation sociale, fiscale, environnementale, réglementaire, et surtout lui donner aussi un cap dans le monde. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs, d'individus, de travailleurs. Et enfin, l'audace créatrice. Il faut retrouver le goût d'entreprendre en France, le goût de la création, le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Et le droit de durée. La durée, moi je crois beaucoup dans les usines, et une différence de ce que nous faisons en tant qu'industriels, c'est nous durons. Une usine, ça s'amortit sur la durée. Et je trouve que cette idée de bâtir pour durer, notamment, c'est très entrepreneurial, c'est très industriel. Il faut que la fiscalité soit adaptée en France pour justement que cette fiscalité abonde avantage la prise de risque de la durée, la continuité dans la durée, et que nos PME, nos TPE se transforment en ETI, qui elles-mêmes pourront se transformer en grands groupes. Voilà le modèle de combat et de conquête. Premier combat. Deuxième combat, c'est le moins drôle aujourd'hui, mais le plus important, c'est celui du combat de tous les jours, sur la fiscalité, sur le social, sur l'environnemental, sur tout ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sous une mitrailleuse de projets de loi, de propositions de loi qui sont anti-économiques, qui sont anti-entreprises. Il y a des marqueurs anti-entreprises dans tous les sens, toutes les semaines. Le MEDEF est tout le temps sous pression pour dire non, monsieur Eckert, votre PEA, PME, où vous voulez limiter l'exonération fiscale ou l'avantage fiscal à 100% de gains lorsque vous investissez dans une PME, eh bien, il faut que... On a besoin de financement, on a besoin que des gens prennent des risques. Eh bien, ne limitez pas à 100%, juste, c'est-à-dire le double de votre investissement, car quand vous misez dans une PME, il y en a une qui sera une star et qui vous fera peut-être 3, 4 fois, 5 fois la mise, mais vous en aurez 9 qui seront moribondes. Donc, c'est du pragmatisme économique, c'est ça. Donc, nous sommes en combat permanent, et ce matin, j'étais un peu en retard, j'en suis encore désolé auprès de Frédéric, car nous sommes dans une grosse négociation formation professionnelle qui est l'activité du MEDEF, et on est encore en train de se battre jusqu'à minuit hier soir et ce matin à 7h. Donc ça, ce sont le MEDEF de réforme. Je pourrais vous en reparler, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il y a beaucoup de choses à vous dire. Deuxième grand thème du MEDEF, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous avons donc défini cette vision France 2020, nous avons défini un objectif intermédiaire à cette vision, qui est la création de 1 million d'emplois sous 5 ans, c'est possible. Et nous l'avons dit au président de la République, à tout le gouvernement, nous pouvons, nous entrepreneurs, créer 1 million d'emplois à 5 ans, c'est possible, à la condition que,
Eh bien, voilà un pacte de confiance que Monsieur le Président de la République, vous avez sur la table depuis début octobre, qui consiste à ouvrir 5 chantiers. Donc nous avons demandé au Président de la République d'ouvrir 5 chantiers. Premier chantier, baisse du coût du travail. Deuxième chantier, baisse de la fiscalité sur les entreprises. Troisième chantier, baisse des dépenses publiques. Fondamental si on veut faire les 2 premiers. Quatrième chantier, simplification, bravo, nomination d'un binôme avec Guillaume Poitrinal, PDG d'Unibail, associé à un député de la majorité, M. Mandon, très bien, il faut y aller. La simplification, c'est un thème extrêmement important, vous le savez tous. Donc le MEDEF va alimenter ce groupe pour qu'on ait des résultats concrets, pragmatiques pour nous aider. Cinquième grand chantier, enfin, l'audace créatrice, cinquième grand chantier, tout ce qui est attractivité du territoire et frein à l'embauche. Car les chefs d'entreprise en France ont toujours peur d'embaucher. En France, il faut améliorer ça. Il faut regarder le problème des seuils sociaux à 9,49. Il faut regarder le problème des réunions des représentants du personnel. Et ça, il faut le faire avec nos partenaires sociaux. Donc voilà 5 chantiers. Nous attendons la réponse du Président de la République. C'est le MEDEF d'accompagnement. Et puis, vis-à-vis des chefs d'entreprise, nous avons aussi un rôle à jouer. Le MEDEF ne peut pas être considéré comme des pleurnicheurs sur les charges. Donc nous avons un rôle, et je crois que ce rôle, c'est justement d'entraîner nos TPE-PME, notamment nos ETI, vers 2 challenges importants, il y en a plein, mais vers l'exportation. Donc nous sommes en train de nous équiper avec Jean-Claude Vollot qui s'occupe de ce pôle exportation pour aider nos TPE, aider nos PME, simplifier les réseaux, simplifier les circuits administratifs, simplifier les aides, il y en a de partout, et on connaît le résultat, moins 65 milliards de déficit du commerce extérieur. Donc énorme problème. Donc nous devons mobiliser, nous allons mobiliser au sein de nos équipes, de nos troupes, pour aller à la conquête du monde, moyen le plus rapide pour faire de la croissance, du chiffre d'affaires. Et puis deuxième mobilisation, la montée en gamme, le premium. Je pense, et c'est ce qui m'a sauvé au niveau de Radial, enfin il y a plusieurs choses, je pourrais vous en parler un peu, mais si j'étais resté sur les connecteurs à 50 centimes faits par 3000 Chinois et 2000 Taïwanais, je serais mort, je ne serais plus là. Donc la montée en gamme, c'est 2 choses pour moi. C'est bien sûr l'innovation, être différent. Mais c'est encore plus essentiel pour moi, l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire que vous avez en Allemagne des gens qui livrent des morceaux de plastique à BMW. Eh bien, le morceau de plastique n'est pas très innovant, mais c'est livré à l'heure, tout le temps, c'est de la qualité, la même, et c'est prix de revient verrouillé tout le temps. Et si BMW dit vous pouvez me le livrer un petit peu un mois avant, oui on peut le faire. Si c'est 2 mois après, oui on peut le faire. Donc vous voyez cette culture du process, de l'excellence opérationnelle qui permet de jouer du Mozart, partition de musique, du Chopin, quand il faut jouer du Chopin, mais c'est toujours à l'heure et c'est merveilleusement bien joué. Et puis parfois il faut savoir jouer de l'improvisation de jazz. Eh bien une entreprise qui est capable de faire ça est capable de vendre dans le monde entier, même si son degré d'innovation pour moi n'est pas au top. Et je crois que ça on l'a un tout petit peu oublié en France. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le MEDEF va se positionner aussi. La montée en gamme, le premium, mais qui ne veut pas dire forcément de faire de l'innovation à tout crin, parce que si vous vendez de la saloperie innovante, très innovante, à un client comme BMW, eh bien pendant 5 ans, vous êtes blacklisté avec votre saloperie innovante que vous ne vendrez plus. Donc je tiens à le dire, et ça, c'est un message très important. Troisième et dernier point, parce que je sais que votre temps est compté, pédagogie. P comme pédagogie. Alors nous revenons sur faire aimer l'entreprise aux Français, faire aimer l'entreprise, faire comprendre l'entreprise aux Français, à nos élus, à nos gouvernements. Il y a là, on a un travail absolument considérable. Je m'évertue, grâce à des Laurent, à certains des journalistes qui sont dans la salle et avec tous ceux qui participent. Xavier est un pourfendeur de l'entreprise, de l'économie. Et là, nous avons besoin de tout le monde. C'est pour ça que le MEDEF, c'est 750 000 adhérents quand même sur le terrain. Et nous donnons tous les lundis, ou un lundi sur 2, des éléments de langage pour que cette armée d'ambassadeurs de l'économie, que vous êtes tous dans cette salle aussi, aille voir nos députés, aille voir nos élus, aille voir nos sénateurs de terrain, nos maires, nos préfets, nos recteurs, nos proviseurs, nos professeurs, et leur explique que nous ne sommes pas là pour exploiter le peuple, nous ne sommes pas là pour licencier, nous sommes là pour conquérir le monde, nous sommes là pour embaucher, pour investir, et c'est ça. L'entreprise française, c'est 70% des solutions de notre pays. Il faut le rappeler, il faut faire le choix de l'entreprise une bonne fois pour toutes. Nous ne le faisons pas en France, nous ne le faisons pas. Il faut le faire, il faut que le président de la République dise « je fais le choix de l'entreprise ».
comme Deng Xiaoping l'a fait en 1978, comme Schröder l'a fait en 2003, ou comme Mitterrand l'a fait en 1983. Mais bon, il y a un moment, il faut le faire. Et ça, c'est important. Alors, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais le temps m'est compté. Et puis, pédagogie vis-à-vis des corporatismes ou de l'administration. Il faut qu'on rapproche le monde avec l'éducation nationale. Il faut qu'on le rapproche vis-à-vis de nos élus, vis-à-vis de nos hauts fonctionnaires, vis-à-vis des énarques, vis-à-vis des magistrats, tous ces gens qu'on ne connaît pas bien et qui ne nous connaissent pas. Donc là, ce sont une pédagogie économique de terrain pour notamment faire des initiatives, faire monter des initiatives de type classe en entreprise, école en entreprise. Et puis, je pousse beaucoup à ce qu'il y ait des stages obligatoires de nos énarques, de nos magistrats, de nos grandes écoles, 18 mois, en PME, en ETI, à la fin de leur scolarité. Il faut que ça soit obligatoire. Et ça, comptez sur moi pour continuer. Voilà ce que je voulais vous dire. J'aurais 10 000 choses à vous dire, mais je crois que je dois être interviewé par ce monsieur. Donc, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Pierre. Je ne vais pas, Monsieur le Président Cher-Pierre, je ne vais pas vous embêter longtemps. Je sais que vous devez filer. Juste quelques questions un peu en rafale. Oui. D'abord, s'agissant du regard sur les usines, qui était notre premier débat ce matin, est-ce que sur la période pendant laquelle vous avez donc vu votre père aux commandes, puis vous avez repris la maison, puis vous l'avez fait grandir, etc., qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution du regard des Français sur l'industrie en général et sur l'usine en particulier? Quel est votre témoignage? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir là-dedans? Est-ce que vous n'étiez pas là depuis le début de nos échanges? Bon, on a vu un petit sondage, c'est quand même pas très encourageant. Non, mais si vous voulez, moi je suis un passionné, je suis dans l'industrie moi-même, et mon obsession pendant 20 ans, c'est 2 questions que je me posais tous les matins. C'est comment je peux faire croître Radial et comment je peux garder de l'emploi en France, dans un monde extrêmement concurrentiel, compétitif des composants électroniques. Et en se posant ces questions-là, en fait, on se pose des tas de questions importantes sur les usines du futur, en fait, comment on peut survivre en France. Et je me suis aperçu, bon, d'abord, il faut être en paranoïa totale, mais ce qui est positif, c'est-à-dire en adaptation permanente. Car quand vous êtes dans le monde entier, vous bougez tout le temps. Vous avez des coups d'accélération et des coups de mou, qui fait qu'il faut expliquer ça à nos équipes et qu'elles doivent être en adaptation permanente aussi. Donc je pense que pour moi, le plus important, c'est la communication de nos équipes, de nos salariés, sur ce monde qui est à la fois vecteur d'opportunités, mais magistrales. Nous, on a mis 10 ans pour conquérir Boeing et 5 ans pour conquérir Apple, où on fait des équipements dans les bancs de test des iPhones et des iPads. C'est très, très compliqué, c'est de la technologie, c'est de la qualité, c'est du service. Et la plupart de ces composants ont été designés et processés en France. Donc, toute l'idée de la mondialisation, c'est de parler à nos salariés, de les faire monter en compétences et en employabilité. En employabilité, c'est exactement la priorité de la formation professionnelle que je suis en train de négocier. C'est la négociation du jour. C'est la négociation du jour parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en France? Les gens ont peur d'être licenciés. Donc vous avez une peur énorme. Donc on rajoute 150 pages au Code du travail tous les ans pour les protéger. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut leur dire, mais attendez, on va vous donner de la formation tout le temps dans nos boîtes. Et vous allez voir, et vous allez monter en adaptation, en employabilité, et donc en adaptation par rapport à toutes ces technos, ce monde qui bouge. Vous allez donc participer à la compétitivité du groupe et la conquête, mais si l'entreprise se trouve sur un mauvais marché à un moment, c'est pas grave. C'est pas grave, car vous allez pouvoir rebondir grâce à votre bagage. Et donc toute l'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte que nos salariés comprennent qu'il y a une formidable opportunité. L'entreprise et l'usine du futur est absolument un truc génial, mais ça va bouger un peu dans tous les sens, à la marge. Pas forcément moins 50, plus 50. Et dans ces cas-là, eh bien, cette adaptation va servir à tout le monde. Et ça, c'est pour moi le numéro 1. Le point numéro 2, c'est en effet, moi, ça fait 30 ans que je suis très triste, comme Laurent, que j'ai vu depuis des années, sur l'image de l'entreprise, l'image de l'usine. Et moi, je dis, le plus bel objet industriel, c'est le corps humain. C'est le corps humain. Vous avez la fluidique, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez la mécanique, vous avez la mobilité, vous avez les matériaux, vous avez les tissus, et c'est ça. Donc l'industrie. C'est vrai qu'on peut tomber amoureux éventuellement d'un corps humain plus que d'une usine. C'est plus l'usage. Là, vous êtes un peu des cas pathologiques, messieurs, à préférer l'usine. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui disent l'industrie c'est foutu en France, je leur dis mais vous êtes malades. Il y a tout à inventer. Vous avez tout à inventer par rapport à des marchés qui évoluent. D'une part. Tous les marchés, les besoins qu'on a aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain, donc il y a déjà tout à inventer sur les marchés du futur. Et deuxièmement, vous avez tous les problèmes de matériaux, de sciences, de techno qui sont inépuisables.
Donc, reprenons le taureau par les cornes. Surtout, ne disons pas qu'on fait ça contre les services, parce que pour moi, c'est un continuum. C'est-à-dire, vous avez un continuum service-industrie. Quand vous voyez Google, ils sont géniaux, ils sont partis par le service, mais je vous signale qu'ils ont racheté quand même tous les mobiles de Motorola et qui câblent en optique leur propre réseau dans certains États. Donc ils ont bien compris. Et puis juste avant votre arrivée, on évoquait le fait qu'ils achètent beaucoup de serveurs et que ça fixe du capital comme de l'industrie, si ce n'est plus. Bien sûr. Donc la frontière, elle est plus celle qu'on croyait. Mais donc il n'y a pas la frontière reste. Justement, j'en viens à ma deuxième question, Pierre Gazzarger. Je vous interromps parce que c'est pour la cause, c'est pour que vous soyez à l'heure à votre prochain rendez-vous. Votre famille, maintenant, c'est le MEDEF, mais votre famille d'origine, c'est l'UIMM, c'est les industriels. Est-ce qu'il y a toujours... Bon, il n'y a pas la guerre qu'il y avait avant, mais est-ce que la cause de l'entreprise en tant qu'entreprise industrielle, la cause de l'usine comme étant l'usine du futur, ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui ensemble, tout le monde communique un peu là-dedans ici, mais c'est facile parce que j'ai dit, on est entre soi. Est-ce que c'est une cause que vous arrivez à vendre à vos amis des services? Est-ce que l'idée que l'usine, c'est le futur, c'est une idée qui est audible, avenue Bosquet, au-delà du cercle de vos amis venus avec vous de l'UIMM? Alors, je sens une petite hésitation quand même. Alors, j'apprécie beaucoup ce genre de colloque très important, parce que, si vous voulez, nous sommes, il faut l'unité patronale. Dans notre monde, les barbares sont à la porte, comme je dis souvent, excusez-moi. Donc, il faut qu'on soit extrêmement proches et rassemblés. Ceux qui sont dans le service, je m'évertue de leur dire, c'est très bien le service, et en effet, ce sont des vecteurs de croissance très importants. Mais c'est aussi idiot de penser que tout sera industriel demain, comme tout sera service demain. Et comme on disait tout à l'heure, Xavier parlait de Sodexo, c'est exactement ça. Sodexo, c'est avant tout du service, mais très très vite, ça devient de la chaîne de froid, de la maîtrise de flux, de la maîtrise de produits industriels. Donc tout est avec des enjeux d'excellence opérationnelle qui sont ceux que vous évoquiez pour l'industrie. Mais il y a un doute, si vous voulez, sur l'industrie. C'est ce que je disais, c'est que les gens pensent que l'industrie est partie et c'est fini. Non, je dirais on a perdu peut-être 10 ans ou 15 ans de combat, mais comme tout bouge dans tous les sens, aussi bien en amont qu'en aval, avec nos clients, en amont avec les technos et les sciences, tout est à recréer. Et c'est pour ça que ce genre de réflexion est absolument passionnante, que les plans de Arnaud Montebourg, je félicite, j'applaudis, parce que voilà un cap. Bon, ce ne sera peut-être pas les 32, les meilleurs, etc. Mais comme il a mis des chefs d'entreprise à la tête de ces filières... Vous ne désespérez pas. Je ne désespère pas. Ensuite, nous, au niveau du MEDEF, si vous voulez, je pense qu'on va faire comprendre, et j'espère, que le monde est une opportunité magistrale, historique. Il y a 30 ans, il faut savoir que la Corée du Sud n'existait pas, que la Chine n'existait pas. Moyen-Âge. En 30 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait. Est-ce que nous, Français, dans 30 ans, on va dire, on sera encore, on va tomber? Non. Il faut retrouver un enthousiasme et un esprit de conquête. L'industrie est au cœur de tout ça, mais ça ne veut pas dire c'est contre les services. Les deux combats sont à mener et la plupart seront ensemble. Voilà. Toute dernière question qui anticipe cette fois sur notre deuxième table ronde. Vous nous aurez quitté, mais tout à l'heure, on va parler de l'usine de demain. Alors, d'un point de vue un peu technique, vous qui connaissez tout ça par cœur, qui avez visité, créé, monté des tas d'usines, qui les avez vues évoluer dans le temps, si je devais vous donner 30 secondes pour nous dire, vous êtes dans un ascenseur, vous avez une créature de rêve, presque aussi belle qu'une usine, et de vous lui dire, vous devez la faire fantasmer sur votre usine. Qu'est-ce que vous lui dites? Elle sera comment, l'usine de demain? Vous la voyez comment par rapport à aujourd'hui? Quelles sont les évolutions que vous imaginez? Il est embarrassé par la présence... Je suis un peu perturbé. Hein, ouais, non, ça, je veux dire, c'est un sale coup. L'ascenseur m'a gêné. Non, si vous voulez, trois choses. Je pense, l'usine de demain, ce sera d'abord, il y aura du numérique partout, parce que le numérique, c'est de la compétitivité, c'est de la rapidité, c'est de l'information. L'usine de demain, ce sera une usine donc, qui sera à la fois dans un process extrêmement verrouillé. Très optimisé, vous le disiez. Du Chopin, mais capable de jouer du jazz impro de temps en temps, toujours dans une partition donnée. Moi, je vois en Chine, je suis beaucoup en Chine, je travaille beaucoup avec UAV, ZTE, qui sont des équipementiers télécoms, depuis pas très longtemps. Il y a très peu de visibilité, donc on a bétonné un process, mais qui nous permet d'accélérer très vite lorsqu'ils nous le demandent et de prendre de vitesse nos concurrents. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'importance des hommes et des femmes dans une usine, parce qu'il y aura toujours partout des hommes et des femmes. J'allais vous demander, il restera des bons hommes, parce que vous dites qu'il y aura du numérique, il y aura ceci, il restera des hommes et des femmes. Non, et si vous voulez, qu'est-ce que vous aurez toujours les 4 facteurs clés de succès de nos entreprises? Vous avez toujours des clients à servir avec la stratégie qui va avec, l'exportation qui va avec. Vous aurez toujours l'innovation omniprésente et multiforme. L'innovation, c'est dans l'organisation, c'est dans le design, c'est dans les matériaux, c'est dans le numérique, c'est dans le management. Donc je dirais l'innovation, elle est partout, partout, partout. Donc ça, c'est très important d'être toujours en avance. Et puis vous avez le troisième facteur clé, le process. Le process dans lequel vous retrouvez du numérique, vous retrouvez de l'automatisation, de la robotisation. Moi, mes amis allemands, mes concurrents allemands, ils sont moins innovants que moi.
mais ils investissent beaucoup plus en automate, qui fait que le métronome, il tombe. Par contre, alors moi, je les prends de vitesse par la créativité. Mais bon, donc le process, c'est le lean management. Et là, vous retombez sur le 4e facteur clé de succès, les hommes et les femmes. Et dans ma charte radiale, moi, j'ai quoi? J'ai la satisfaction des clients, j'ai mis l'épanouissement des hommes, j'ai été jusqu'à l'épanouissement, je veux qu'ils soient épanouis, et j'ai les profits du groupe. Et je pense qu'une entreprise du futur, une usine du futur, mais c'est vrai dans toutes les entreprises, c'est que vous ne pouvez pas avoir un des 3 trépieds qui tombe. Donc pour moi, c'est de faire comprendre à nos salariés, à nos équipes, et nous sommes en France, et là, la France, c'est là où il faut que le MEDEF, avec les journalistes et vous tous, on fasse comprendre que l'entreprise, c'est le plus bel endroit au monde, mais qui est dans une adaptation permanente. Et donc, il faut que nos hommes et nos femmes, et on le voit dans nos entreprises, on voit toujours malheureusement les plans sociaux à 20 heures, etc. Mais 80%, 90% des salariés sont des gens qui sont très contents de venir le matin, qui sont épanouis dans nos boîtes. Il faut les mettre à l'honneur, il faut les montrer. Et le MEDEF, d'ailleurs, va tenter de faire un petit spot publicitaire de 30 secondes dans les mois à venir, si on a bouclé le financement, pour montrer des salariés heureux. C'est-à-dire un décolleteur senior qui explique à un décolleteur junior l'épanouissement du métier, la fierté d'être un décolleteur, le côté qualitatif, fantastique qu'ils ont de décolleter des pièces de 5 microns qu'aucun d'entre nous ne serait capable de faire. Tout ça va dans un satellite, etc. Et de mettre à l'honneur des métiers en souffrance, parce qu'on voit bien ces métiers manuels sont pas demandés aujourd'hui, sont très demandés, sont très peu pourvus. Donc voilà ce que je veux vous dire, c'est l'association des 4, l'usine du futur, et c'est une usine qui sera capable de gérer le monde, surtout avec cette histoire de process très béton, mais avec cette capacité d'aller très vite dans la livraison et dans l'excellence opérationnelle, c'est ça, c'est la fiabilité d'un process bien rodé et la capacité d'improviser. Voilà. Alors après, je suis sûr que ce matin et tout à l'heure, vous allez avoir des idées bien plus intelligentes que les miennes. On vous fera un rapport sincère. Voilà. Mais ma petite contribution à la réflexion. Merci infiniment. Vous voyez que l'amour de l'industrie de Pierre Gattaz est presque aussi fort que la puissance évocatrice de l'ascenseur. Merci beaucoup, Pierre.